Eh bien, salut à toutes et tous. Donc, on est à peu près, je n'ai pas compté, mais une vingtaine ici. Puis, on aura quelques personnes aussi en ligne. Donc, c'est la, je ne sais pas combien, rencontre à la librairie Les 400 coups. Donc, aujourd'hui, nous recevons Eugénie Mérieux, donc, qui est, je crois, constitutionnaliste. Ça se dit comme C'est ça? tout à fait ça, Voilà, oui. donc il y a un côté hyper technique. Mais on va discuter technique, évidemment, mais on va discuter surtout politique. Et donc, l'idée, c'est de, comme c'est quand même pas mal d'actualités sur les questions démocratiques, tout ce qu'on est en train de vivre depuis un bon petit moment, sur la société telle qu'elle est organisée, et puis les espoirs de changement ou les inquiétudes sur les changements dans le mauvais sens. Donc, on va discuter un peu de tout ça. Donc, c'est autour de la Constitution et avec plutôt un point de vue critique de la Constitution, avec une question qui n'est pas forcément celle qu'on a envie de poser, est-ce qu'il faut changer ou pas, parce que nous on pense qu'il faut changer. Mais comment, ben, ça on verra si c'est abordé dans la discussion, mais c'est surtout voir aujourd'hui en quoi cette constitution-là, celle de la Ve République, donc la constitution dont on parle, c'est celle qui nous concerne directement, mais on peut aussi aborder peut-être d'autres constitutions dans le monde, mais en tout cas de voir en quoi cette constitution-là est en rien démocratique, toutes les limites de la constitution, et puis peut-être aussi tout ce qui favorise les dérives dangereuses auxquelles on assiste aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu une discussion, une réflexion sur tout ce qui se passe, en faisant le lien avec des revendications aujourd'hui de la gauche politique ou d'une partie de la gauche politique qui dit qu'il faut changer la constitution, qu'il faut une sixième république, donc une autre constitution. Enfin voilà. Donc comment toutes ces discussions-là, elles peuvent se mélanger à ça, mais ça dépendra de vous, de vos questions. Mais en attendant, donc c'est Eugénie qui va faire sa petite présentation d'elle-même, de son boulot, et puis une présentation du livre, et puis voilà, une petite introduction à la discussion. Voilà. Donc Eugénie, je te laisse la parole. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être à Bordeaux et d'être ici dans cette librairie et de pouvoir discuter de la Constitution. En effet, dans le débat public, les constitutionnalistes, pour la plupart, sont légitimistes, c'est-à-dire qu'ils sont là pour légitimer l'ordre existant, et en particulier l'ordre constitutionnel existant, celui de la Ve République, ce qui les amène à adopter une posture de justification de l'ensemble des actions qui sont prises par les acteurs politiques, au premier rang desquels le président de la République. Pourquoi, dans le débat public, est-ce que les constitutionnalistes sont amenés à adopter cette position? Eh bien, justement parce que, dans une certaine mesure, il y a une corporation juriste, ou en tout cas une dogmatique du métier de juriste qui, dans une certaine mesure, nous pousse à, pour ne pas ébranler les fondations sur lesquelles l'ensemble de notre métier se construit, qui nous conduit à être légitimiste, c'est-à-dire à considérer que l'ensemble des actions sont constitutionnelles, parce qu'à partir du moment où on reconnaît qu'il y a des violations de la Constitution et que ces violations de la Constitution n'ont aucun effet, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sanctionnées dans notre ordre constitutionnel, eh bien ça met à mal l'ensemble de notre édifice, l'ensemble de notre illusion de l'ordre constitutionnel et même l'ensemble, si vous voulez, du projet de la modernité politique. Alors là, on va très très loin, mais en tout cas, l'idée selon laquelle, parce que nous avons des constitutions, nous sommes un peuple civilisé, parce que nous avons des constitutions qui sont normatives, c'est-à-dire qui ne sont pas violées, mais qui sont respectées, et lorsqu'il y a des violations, il y aurait des sanctions, ça nous distingue des autres régimes dits barbares de type dictature. Et donc c'est dans la continuité de mes travaux précédents où j'ai travaillé beaucoup sur les régimes autoritaires et les régimes dictatoriaux, donc dans un premier livre qui s'appelait La dictature, une antithèse de la démocratie, point d'interrogation, 20 idées reçues sur les régimes autoritaires. Spoiler, je parle des régimes autoritaires, mais en réalité, je parle beaucoup de la France dans ce texte-là, en montrant que les différences entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques sont des constructions qui visent à légitimer un ordre existant qui est notre ordre constitutionnel imparfait de la démocratie libérale et en particulier en France de la Ve République. C'est un livre que j'avais écrit pendant les Gilets jaunes, à l'époque où M. Emmanuel Macron, alors vous verrez, je réagis beaucoup aux petites phrases de M. Emmanuel Macron, mais c'est parce qu'il y a une dimension heuristique très forte en fait dans les petites phrases de M. Emmanuel Macron. Il a eu cette saillie, essayez la dictature et vous verrez. Lorsque les Gilets jaunes disaient nous sommes éborgnés, nous sommes mutilés, et à Bordeaux, il y a une expérience particulière de ces mutilations-là pendant les Gilets jaunes, et donc l'argument de M. Emmanuel Macron était l'argument, finalement, que nous avons
pour justifier la démocratie libérale. C'est-à-dire, c'est le pire des régimes ou c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Et on va voir qu'en fait, la Ve République, elle a exactement la même justification. C'est-à-dire, oui, c'est le pire des systèmes, la Ve République, même René Capitan le disait, mais à l'exception de tous les autres. Et donc cette justification est une justification extrêmement faible que j'ai eu à cœur de déconstruire. Donc dans le premier livre, en déconstruisant la distinction entre démocratie et dictature au prisme de ce qui se passait donc, avec les Gilets jaunes, qui montre bien un ordre constitutionnel extrêmement brutal, extrêmement dictatorial à l'égard de toute une frange de la population, et en particulier de la population qui conteste, et donc exactement comme dans les régimes autoritaires. Alors, on pourra revenir ensuite sur les distinctions, mais en tout cas, c'était l'objet de mon premier travail. Le second, dans la continuité, visait à interroger la pratique de l'état d'urgence, qui est un des aspects communs aux régimes dictatoriaux et aux régimes démocratiques, c'est-à-dire de gouverner par l'état d'urgence pour pouvoir suspendre la protection du droit à des populations considérées comme indésirables. Historiquement, dans les grands empires ayant inventé le constitutionnalisme, comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, c'est l'Empire, donc les colonies. Et on pourra peut-être revenir sur ce point, sur comment on a pensé la Constitution dès le départ comme étant un mécanisme d'élection, c'est-à-dire un mécanisme de protection qui ne s'applique qu'à quelques-uns au détriment des autres. Donc qu'à quelques-uns, les propriétaires, les hommes, les personnes des métropoles, par opposition aux personnes d'abord esclavagisées, puis ensuite les personnes des colonies, les femmes, et puis les personnes pauvres. Donc, la Constitution, elle a été pensée de cette manière-là, et donc elle a toujours été pensée avec son état d'urgence, qui justement visait à la suspendre. Donc ça, c'était l'objet de mon deuxième travail, qui s'appelait Géopolitique de l'état d'exception, les mondialisations de l'état d'urgence. Donc de la même manière, je dessine une convergence très très forte entre les régimes dictatoriaux et les régimes démocratiques par le biais du droit constitutionnel. C'est-à-dire que tous ces régimes-là, ils ont en commun un régime constitutionnel qui est relativement similaire, avec la proclamation de droits d'une main, d'une autre main, la suspension de ces droits pour certaines populations par l'état d'urgence, et dans le même temps, la proclamation de la démocratie d'une main, mais d'une autre main, l'annihilation de cette démocratie par le recours à la représentation, et en particulier à la concentration des pouvoirs au profit de l'exécutif. Et donc ça, c'est une tendance qui est mondiale et qui transcende la distinction entre démocratie et régime autoritaire. Et donc dans mon dernier travail, Constitution, j'ai voulu parler de la Constitution de la Ve République, mais au prisme de régimes dictatoriaux, en montrant les grandes similitudes qui existent entre cette Constitution de la Ve République et les régimes beaucoup plus dictatoriaux. Et tout ce travail-là que j'ai décliné dans mes 3 derniers livres s'articule autour de mon expérience. Et donc dans ce dernier livre, Anna Mosa, c'est très autobiographique, donc je raconte beaucoup mon expérience de constitutionnaliste dans de nombreux pays, puisque j'ai travaillé dans des régimes autoritaires comme dans des régimes démocratiques. Donc, démocratique, bon, évidemment, à déconstruire. Donc, la France, enseigner le droit constitutionnel français à des Français. Bon, a priori, quand on n'a jamais voyagé, on se dit on se pose beaucoup moins de questions que quand on se retrouve le lendemain à enseigner le droit constitutionnel chinois à des Chinois, ou le droit constitutionnel allemand à des Allemands, le droit constitutionnel thaïlandais à des Thaïlandais, ou singapourien à des Singapouriens. Pourquoi ? Parce que tout à coup, on se trouve confronté à toujours la même question, c'est-à-dire, mais à quoi ça sert ? Il y a des violations de la Constitution sans arrêt, il n'y a pas de démocratie, ou la démocratie est très imparfaite. Et donc, c'est dans cette expérience-là que j'ai puisé le récit de ce livre Constitution, parce que ont résonné en moi toutes les expériences que j'ai pu avoir dans des régimes dictatoriaux avant. Et quand je suis rentrée en France, je me suis retrouvée confrontée exactement au même questionnement. Une anecdote que je rajoute, alors je ne voudrais pas trop spoiler, en plus c'est un court livre, donc je ne vais pas vous raconter tous les épisodes que je décris dans ce livre, qui a vocation aussi à vous donner envie de suivre mes cours, mais pas seulement, aussi de devenir enseignant-chercheur, car c'est une profession qui reste encore merveilleuse, mais qui est dans le collimateur des pouvoirs illibéraux. On le voit aux États-Unis, on le voit en France, c'est très très net.
Dans ces expériences-là, je raconte notamment mon entretien d'embauche. C'est un concours pour devenir maître de conférence à l'université dans laquelle je suis actuellement, mais dont je ne cite pas le nom dans l'ouvrage, qui s'appelle la Sorbonne, pour ne pas la nommer, Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et je présente dans mon dossier un texte qui est critique du général de Gaulle et plus généralement de la naissance de la Ve République. Et je fais un lien entre cet autoritarisme des origines de la Ve République, un certain atavisme français pour le coup d'État. En fait, je pose la question qu'on m'a toujours posée quand je parlais de la Thaïlande. Quand je parlais de la Thaïlande, on m'a dit, mais en fait, les Thaïlandais, ils adorent les coups d'État, non, ils aiment l'armée, et puis en fait, ils sont pas prêts pour la démocratie. Et donc, c'est un article où j'ai commencé, où je pose la question, est-ce que les Français sont prêts pour la démocratie ? Est-ce que c'est un peuple qui est suffisamment civilisé pour la démocratie, ou c'est un peuple qui adore les coups d'État? Dès qu'il y a un coup d'État, ensuite il y a un référendum, et ils votent oui à 90%. Ça, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, le général de Gaulle, et puis peut-être demain Emmanuel Macron, nous ne savons pas, nous verrons. En tout cas, je commence avec cette remarque extrêmement provocante, et c'est ce que je fais dans l'ensemble du livre, c'est-à-dire de faire des comparaisons provocantes et qui choquent en fait entre la France et d'autres pays qui ne sont pas considérés par la doctrine française comme étant des pays aussi civilisés que les nôtres. Donc il y a évidemment toute une dimension critique postcoloniale très forte. Et donc c'est très très mal passé auprès du jury, d'autant plus que non seulement il y a cet aspect du wokisme qui est le postcolonialisme dans mon article, mais en plus il y a aussi le féminisme, puisque je fais un lien entre la pratique autoritaire du pouvoir et le patriarcat, le général de Gaulle ayant déclaré « La Constitution, c'est moi qui l'ai faite », or est-ce qu'on peut violer son épouse? Non. Donc, comme il n'y a pas de viol conjugal, eh bien, je n'ai pas violé la Constitution. Et donc, c'est une citation aussi qui est qui n'est pas très bien passée, et je n'ai pas eu ce poste. Mais j'ai persévéré pendant plusieurs années après cela. Et après être passée par Harvard, etc., avoir répondu à tous les critères, finalement, je me suis représentée devant le même jury. J'ai remis le même texte et on ne m'a posé aucune question sur ce texte. Et finalement, j'ai eu le poste. Donc, tout ça pour dire que c'est un livre où je questionne l'ensemble l'ensemble de l'édifice du droit constitutionnel tel qu'il est enseigné depuis le lycée et puis surtout à l'université. Et en cela, je critique aussi une certaine forme d'arrogance française à croire que nous avons inventé la démocratie, que notre démocratie libérale, certes imparfaite, est quand même bien meilleure que dans tous les autres pays du monde, et que dès lors, il ne faudrait pas la critiquer. Parce qu'en fait, l'ensemble de cet enseignement du droit constitutionnel, il vise du droit constitutionnel, mais aussi de l'histoire, et j'en parle aussi dans le texte, c'est-à-dire l'histoire qui nous montre, qui nous donne l'État, et donc la Constitution étant une sorte de carte d'identité de l'État, comme étant la fin de l'histoire et le meilleur régime possible, eh bien ça nous empêche de critiquer. En fait, cet enseignement vise à nous empêcher de penser. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'est venu, une idée très forte qui m'est venue de mon expérience de la Chine, où justement on faisait beaucoup de colloques sur l'enseignement du droit constitutionnel chinois en Chine, qui montrait bien que il y avait cet enseignement qui visait à montrer qu'il n'y avait pas de meilleur système que le système constitutionnel communiste à caractéristiques chinoises. Et finalement, les processus sont les mêmes dans tous les pays. Dans tous les pays, le système constitutionnel en place est présenté comme la fin de l'histoire, comme le meilleur modèle possible, etc. Donc on peut rentrer dans les détails sur la Ve République. On va peut-être le faire. Alors moi, je peux faire des tunnels pendant 4 heures, puisque c'est mon métier, mais évidemment, c'est possible de m'interrompre. Interrompez-moi à n'importe quel moment. Si on prend la Constitution de la Ve République... Alors, commençons par la démocratie libérale, et puis je vais faire le parallèle. La démocratie libérale, on nous la présente comme étant la fin de l'histoire. Il n'y a pas d'autre meilleur régime. Depuis la chute de l'URSS dans les années 90, donc en 91, nous n'avons plus d'autre alternative. Ça, c'est Francis Fukuyama qui le déclare en 1989, lorsqu'il écrit c'est la démocratie libérale avec capitalisme de marché, état de droit, constitution standardisée et l'horizon indépassable de l'humanité.
Voilà, donc exit le marxisme, exit toutes les philosophies de l'histoire, à part la fin de l'histoire, c'est la démocratie libérale à l'américaine. Cinquième République maintenant, que nous dit-on et M. Emmanuel Macron, encore une phrase très parlante, lors de l'anniversaire de la constitution de la Cinquième République, il s'adresse au Conseil constitutionnel et à ces mots, la Cinquième République clôt la quête du bon gouvernement. Donc on est également dans la fin de l'histoire. Pourquoi ? Parce que comme la démocratie libérale aura été le compromis entre le rousseauisme de la souveraineté populaire et le lockeisme ou le libéralisme de la démocratie représentative, eh bien de la même manière, la Cinquième République aura été le régime de la synthèse entre les aspirations révolutionnaires du peuple français et ses aspirations réactionnaires. Donc ça, c'est le discours qui permet de justifier et la Cinquième République et la démocratie libérale, c'est-à-dire des régimes de synthèse, de compromis extrêmement imparfaits, qui fonctionnent sur des mariages, sur un mariage bancal en fait, entre libéralisme et démocratie d'une part, et entre réaction et révolution d'autre part, si on parle de la Cinquième République. Donc la Cinquième République, on nous la présente de la même manière et on l'enseigne de la même manière comme étant l'aboutissement d'un processus historique, son point final d'évolution. Et c'est justement ça qu'il faut être en mesure de questionner. Alors, ce qui est intéressant, si on arrive maintenant à la question de que fait-on après, je vais continuer cette analogie que je trouve très très parlante entre le discours justifiant la démocratie libérale d'une part et le discours justifiant la Cinquième République d'autre part. Ce qu'on nous présente comme un futur possible est toujours pire, pour permettre de rester dans le discours du « c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres ». Soit ce qu'on imagine après est pire, soit c'est du même. Donc pire, ce serait de l'anarchie, par exemple. Du même, ce serait la Sixième République, par exemple. Donc ce serait une forme de Quatrième République améliorée, qui ne nous sort pas ni de la démocratie libérale, ni de la forme de capture par les élites du pouvoir politique. Donc ce livre, il a pour ambition d'aller plus loin que les questions de critique technique de la Cinquième République, même si elles y sont toutes, si c'est ce qui vous intéresse, c'est dans le livre, mais essayer d'aller un petit peu plus loin en questionnant aussi les fondements, les présupposés sur lesquels se construisent à la fois notre démocratie libérale et notre Cinquième République. Alors, on peut peut-être maintenant rentrer dans les détails si vous le voulez, ou ce qui vous intéresse, vous me dites. Je rentre dans le vif du sujet. Deux questions. La première, c'est la phrase que vous avez dit au début, on verra bien avec Macron, qui laissait entendre, ou alors j'ai très mal compris, qu'en gros, qui pourrait faire un coup d'État parce qu'il ne peut pas se représenter. Enfin, c'est ce que j'imaginais par rapport à la phrase que vous avez dite. Ça m'a un peu inquiétée parce que je n'allais pas jusque-là, moi, dans mes réflexions. Donc, voilà, que vous me disiez si j'ai mal compris. Voilà. Et la seconde question, du coup, ça serait quoi Est-ce que c'est possible que le pouvoir... le tirage au sort, voilà, moi, c'est quelque chose auquel j'aspire beaucoup. Est-ce que, par exemple, ça serait quelque chose de possible dans cette sixième constitution d'organiser quelque chose autour du tirage au sort avec une régularité, etc. Enfin, je veux dire que les gens tirés au sort ne restent pas au pouvoir pendant trop longtemps, parce que du coup, ils deviendraient les nouvelles élites, etc., etc. Est-ce que c'est complètement hallucinant aujourd'hui de penser ça, parce qu'on en est tellement loin, ou est-ce que quand même on touche un peu du doigt et ça serait une acceptabilité sociale qui commence à émerger, quoi. Merci beaucoup pour cette présentation, et du coup je vais essayer de faire très court. Par rapport à cette question de la Constitution, donc, on comprend bien que la Constitution dans une démocratie libérale, c'est une forme de fiction qui sert à légitimer le pouvoir en place, etc. Est-ce que... Alors du coup, je ne sais pas si ça va spoiler le contenu de l'ouvrage ou pas, mais ma question, ce serait, est-ce que selon vous, cette fiction, malgré tout, aujourd'hui, au vu du contexte politique actuel et d'affrontement avec l'extrême droite, il faut la préserver ou il faut essayer de la maintenir parce qu'on a besoin de faire une forme de coalition avec les forces en gros libérales ou qui ne sont pas prêtes à un régime plus égalitaire,
Ou est-ce qu'au contraire, c'est une impasse de chercher à refaire une constitution qui soit toujours libérale, et il faut plutôt aller vers une alternative comme celle qui est proposée par, je pense à des chercheurs comme James Tully, où on a une constitution qui est entièrement malléable, où on abandonne entièrement le formalisme juridique libéral, et on passe à un texte qui est vraiment vivant entièrement. Voilà, donc c'est ça ma question. Moi, je voudrais évoquer la question c'est assez précis, mais la question du Conseil constitutionnel, aussi critiquable soit-il, et qui est notamment remis en cause par messieurs Retailleau et Wauquiez. Et je voulais savoir comment vous l'envisagiez actuellement et quelles évolutions vous verriez pour le, entre guillemets, le légitimer et potentiellement renforcer ses pouvoirs. Comment dire ? Faire une comparaison peut-être avec une Cour suprême ou autre. Très bien. Alors, je vais répondre aux 3 questions, mais avant, je pense qu'il faut peut-être revenir sur la Constitution de la Ve République un instant, parce que je ne l'ai pas vraiment évoquée. Donc, cette Constitution, c'est une Constitution qui est ancienne, 1958, qui est née dans un coup d'État. Et donc, pour répondre à la question du coup d'État, je vais faire un petit détour par sa genèse historique. Cette Constitution, elle ne nous protège ni du coup d'État, ni de l'autoritarisme, ni de la guerre, qui sont 3 éléments qui vont très bien ensemble et qui se renforcent mutuellement. Pourquoi ça ne nous protège pas du coup d'État ? Déjà parce qu'elle est née dans un coup d'État. Le 13 mai 58, c'est une forme de coup d'État, lorsqu'on donne les pleins pouvoirs au général de Gaulle pour réviser la Constitution de la 4e République à l'époque, avec sur fond d'événements d'Algérie. On a immédiatement la proclamation de l'état d'urgence. Donc cette constitution, elle naît dans l'état d'urgence. Sa deuxième naissance, c'est aussi dans l'état d'urgence. Et même donc, en 62, lorsqu'on change de régime pour avoir le président élu au suffrage universel direct, on est en état d'urgence. Le président, le général de Gaulle, a utilisé encore une fois la crise en Algérie pour déclarer l'article 16, qui est l'article de dictature de notre Constitution, qui ne contient aucun garde-fou, donc qui permet de faire un coup d'État, comme ce qui s'est passé en Corée du Sud. Sauf qu'en Corée du Sud, leur article 16, il a un garde-fou qui est que le Parlement peut s'y opposer. Nous, dans notre article 16, c'est le président qui décide qu'il y a une situation exceptionnelle, c'est le président qui déclare les pleins pouvoirs, c'est le président qui a les pleins pouvoirs, qui les exerce, et c'est le président qui décide d'y mettre fin. Donc il a 4 pouvoirs qui, normalement, dans toutes les démocraties libérales, même illibérales, sont séparées entre différentes autorités. Ça peut être le Parlement, ça peut être le Conseil constitutionnel. Nous, on a vraiment un article 16 qui n'a aucun équivalent dans le reste du monde. Et en particulier dans les démocraties libérales. Mais même dans de nombreux régimes autoritaires, vous n'avez pas d'équivalent de l'article 16. Alors, il y en a un en Thaïlande, par exemple, qui est un adepte des coups d'État militaires, qui a un coup d'État militaire tous les 6 à 7 ans en moyenne. Et j'en ai vécu 2. Donc, le coup d'État, il est la marque de fabrique de notre Constitution en 58, en 62, donc son acte de naissance historique, double naissance, mais aussi, dans une certaine mesure, vous avez l'état d'urgence lorsque Emmanuel Macron est élu, puisqu'il est élu en 2017. De 2015 à 2017, nous sommes sous état d'urgence. Et depuis cet état d'urgence de 2015 à 2017 est rentré pour les plus emblématiques de ces dispositions dans le droit commun. Donc l'état d'urgence, il infuse l'ensemble de notre ordre juridique, et l'état d'urgence, c'est l'autre mot de la dictature. Cet état d'urgence, il est également... Alors, donc j'ai parlé de l'article 16 qui n'a pas d'autre équivalent, c'est le président qui le déclare, qui décide d'y mettre fin, mais notre état d'urgence, c'est pareil, c'est le président aussi, c'est l'exécutif, même s'il faut une loi de prorogation votée par le Parlement, certes, mais l'état d'urgence reste une prérogative de l'exécutif, c'est-à-dire du président de la République, puisque c'est le président de la République qui a la main sur l'exécutif sous la Ve République. Donc le coup d'État, il est latent, et même s'il ne produit pas, même s'il n'est pas directement utilisé, le fait même de son existence agit un petit peu comme la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a ce foudre de Zeus, de Jupiter dans la main du président de la République, et nul ne l'ignore. Nul ne l'ignore. Et c'est ce qui permet au président de la République notamment de dire qu'il vienne me chercher. Qu'il vienne me chercher, comment ? Il n'y a aucune possibilité d'aller chercher le président de la République puisqu'il est irresponsable politiquement et qu'il a par ailleurs
les pouvoirs d'état d'urgence, les pouvoirs de l'article 16 et des pouvoirs propres qui lui permettent d'agir directement sans avoir besoin ni du Premier ministre ni du Parlement. Donc l'autoritarisme et le coup d'État sont légalisés, constitutionnalisés par notre Constitution. Et si vous prenez l'article 49 alinéa 3, c'est une forme de coup d'État contre le Parlement, de la même manière, qui est constitutionnalisé. C'est ce qui permet à Madame Elisabeth Borne de dire « ce n'est pas antidémocratique puisque c'est constitutionnel ». Ça veut dire que demain, si M. Emmanuel Macron décide d'utiliser l'article 16, il pourra aller voir M. Pujadas ou un autre et lui dire « mais enfin, M. Pujadas, c'est démocratique puisque c'est constitutionnel », alors qu'il vient de faire littéralement un coup d'État. Donc, c'est pas dit que Pujadas sera beaucoup non plus. oui, exactement. Donc, ce coup d'État, il est véritablement au cœur de la jeunesse de la Ve République. Ensuite, sur la guerre et sur l'autoritarisme. Donc, l'autoritarisme, j'en ai parlé un petit peu. Le président de la République peut donc utiliser ses pouvoirs propres qui n'existent pas dans d'autres régimes non plus. C'est-à-dire le fait de pouvoir, par exemple, dissoudre l'Assemblée nationale sans, au préalable, avoir obtenu la signature d'aucune autorité. Alors, dans la Constitution, il y a des consultations obligatoires. Les présidents des assemblées, le Premier ministre. Ces consultations n'ont pas eu lieu. Que s'est-il passé? Rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de réaction du Parlement, il n'y a pas dans notre Constitution de garde-fous qui permettent d'empêcher le président de la République, de violer la Constitution. Donc l'autoritarisme et le coup d'État sont dans la Constitution. Deuxième et troisième élément, la guerre, qui permet et qui justifie le coup d'État et l'autoritarisme, c'est ce qu'on voit dans l'histoire. Eh bien, cette guerre, de la même manière, elle est décidée par le président quasiment seul. Souvenez-vous, encore une fois, d'une phrase de M. Emmanuel Macron, « Je vais envoyer des mecs à Odessa d'ici de la fin de l'année ». Donc, vous avez une décision qui engage la vie et la mort de la nation, qui est prise par l'exécutif. Article 15, le président de la République est chef des armées. Alors, certes, vous avez le gouvernement dispose de des forces armées, certes, mais ce n'est pas un contre-pouvoir suffisant. Et surtout, le Parlement est uniquement informé, et ce n'est qu'après 4 mois d'exercice des opérations extérieures que le Parlement va voter sur la guerre. C'est-à-dire que si demain une guerre a lieu, des opérations extérieures ont lieu en Ukraine, et d'ailleurs c'est déjà de manière sous-jacente le cas, eh bien le Parlement, le peuple, on pourra aussi discuter du rapport entre peuple et Parlement, mais disons qu'on croit à un instant que le Parlement représente le peuple, eh bien alors il n'a aucun moyen de s'y opposer. Quels sont les modèles historiques qui réunissent autoritarisme, guerre, coup d'État? Historiquement, le modèle, c'est la République de Weimar, où vous avez un président qui a exactement les mêmes pouvoirs, les pouvoirs propres, pouvoir d'état d'urgence, 49 alinéa 3, article 16, référendum direct, et qui est irresponsable devant le Parlement. Ça, c'est notre modèle historique, on sait comment ça s'est terminé, dans le coup d'État, l'autoritarisme et la guerre. Le modèle qui s'est inspiré de la Ve République directement, c'est la Russie, de M. Vladimir Poutine. En 1993, à l'époque, Boris Eltsine demande à ce que la Russie adopte, pour faire passer ses réformes extrêmement brutales, une constitution calquée sur la pratique du général de Gaulle de la Ve République. Ce qui permet donc le coup d'État, l'autoritarisme et la guerre, encore une fois. Donc cette constitution de la Ve République est extrêmement mauvaise. Elle ne prévient pas. Elle ne nous protège pas. Et donc, tout dépend du bon vouloir du président de la République. Et aussi, dans une certaine mesure, du rapport de force avec le Parlement. Mais le Parlement est tellement dépossédé que même avec un Parlement très très fort, c'est difficile de s'opposer, par exemple, à la guerre voulue par le président de la République. Donc, pour répondre à la question du coup d'État, j'avais d'ailleurs dans l'article dont je parle dans le livre, fait un parallèle entre le macronisme et le bonapartisme et le gaullisme, en faisant une continuité dans un rapport très particulier du président à la Constitution, qu'on pourrait dire rapport pervers narcissique dans une certaine mesure. Et on l'a vu un petit peu avec la pratique de M. Emmanuel Macron. Il y a un livre, d'ailleurs chez Anna Moza, donc je permets aussi d'en parler, qui s'appelle « La pensée perverse au pouvoir », si je ne me trompe pas. Qui décrit la pratique de M. Emmanuel Macron de la Ve République. Donc vous avez ce rapport
du bonapartisme, du gaullisme et du macronisme très très fort à la Constitution comme étant une Constitution malléable, et le président se targue d'en être l'interprète. Et c'est d'ailleurs démocratique car constitutionnel, puisque la Constitution dit, article 5, le président de la République veille au respect de la Constitution. Il est l'interprète de la Constitution. Dès lors, finalement, le président pourrait opposer à toute critique qu'on lui ferait, et d'ailleurs il l'a fait pendant l'entretien de 3 heures, si vous avez regardé, c'était un soir, en plus un beau soir de printemps, il n'y a pas si longtemps. Emmanuel Macron l'a dit, je suis le garant de la Constitution. Donc finalement, que pouvez-vous m'opposer? Vous pouvez m'opposer la Constitution? Non, j'en suis l'interprète. Est-ce que vous pouvez m'opposer la démocratie? Non, tout ce qui est démocratique, tout ce qui est constitutionnel et démocratique, c'est QFD. Fin de l'argument. Un petit peu comme essayer la dictature et vous verrez. Donc pour donner des armes intellectuelles, pour répondre justement à ces arguments qui sont opposés par M. Emmanuel Macron et par tous les défenseurs de la Ve République et de la pratique présidentialiste du régime, eh bien, il faut se doter, premièrement, d'outils de critique. Et c'est l'objet de ce livre. Une fois que la critique est faite, se pose la question de l'après. Et c'est là où j'en viens à votre question sur le tirage au sort. Il y a plein de possibilités, plein d'outils qui existent, d'innovation démocratique, mais qui peuvent être utilisés de différentes manières. Soit, si vous prenez le référendum, un référendum peut être un plébiscite au service de l'autoritarisme, comme il peut être un référendum citoyen, constituant, au service de l'émancipation des citoyens. Tout est dans la technicité, si vous voulez, mais cette technicité, elle s'inscrit dans une économie plus générale. Donc c'est la raison pour laquelle il est peut-être plus important, avant de parler des questions techniques, de parler de l'économie générale de la Constitution, sortir du paradigme du contrat social, racial, classiste, sexiste et au service des dominants, pour entrer dans une autre forme de contrat social qui donnera tout son sens, par exemple, au tirage au sort. Parce que vous pouvez avoir du tirage au sort qui n'est qu'une forme de pommade, une forme de diversion. Comme d'ailleurs, regardez le RIP, le référendum d'initiative partagée. Dans la Constitution, nous avons révisé en 2008 cette Constitution pour inscrire cette innovation dans notre texte. Qu'en est-il? Il faut 5 millions de signatures pour proposer un texte. Donc le RIP, il existe, mais il n'a aucune espèce de portée. Demain, on peut avoir beaucoup de tirages au sort qui n'a aucune espèce de portée. Donc, selon moi, toutes ces questions-là de petites réformes du type, mettons de la proportionnelle, un peu de tirage au sort, un petit peu de référendum participatif de type consultatif, ce sont des formes de diversion qui nous éloignent de la vraie question, qui est la suivante: comment redonner davantage le pouvoir souverain au peuple? Et ça passe par une refondation complète. Déjà, premièrement, une critique forte, et deuxièmement, une refondation complète de l'ensemble de notre ordre constitutionnel. C'est la raison pour laquelle une 6e République qui ressemblerait à une 4e République, finalement, ne résoudrait pas la crise de la représentativité qui permet ensuite aux dérives autoritaires de prospérer, et aux dérives illibérales. Deuxième question, j'espère avoir répondu à votre question, mais évidemment, le tirage au sort est une des manières. Si on imagine des constitutions ou des chartes du futur, là j'ai amené ce livre dont je fais aussi la publicité, même si c'est publié aux éditions Agone. Donc désolée pour Anna Mosa, mais nous sommes tous solidaires dans les éditions indépendantes, évidemment. Il n'y a pas de Murray Bookchin, La Révolution à venir, qui est déjà un ouvrage assez ancien, où il propose de s'inspirer de la Commune de Paris. Donc c'est évidemment une proposition assez standard, mais qui a été faite il y a très longtemps et développée par de nombreux auteurs pour penser d'autres manières de faire des constitutions. Donc c'est possible. Mais d'abord, il faut déconstruire. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'il faut s'accrocher à la fiction est-ce qu'il faut s'accrocher à la Ve République dans la mesure où
Nous avons aujourd'hui au pouvoir des personnes qui veulent tout détruire. On pense à Bruno Retailleau, par exemple, Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron. On pense à Trump aux États-Unis. Ça, je pense que c'est vraiment la question centrale du XXIe siècle. Il le dit, le XXIe siècle sera révolutionnaire ou sera réactionnaire. C'est la question... oui, c'est vrai, on peut le dire de tous les siècles. Mais nous sommes en ballottage défavorable, absolument. Mais ça peut être aussi une opportunité. C'est une véritable question stratégique, par exemple sur l'état de droit. Est-ce qu'il faut s'accrocher Il y a une critique de gauche très ancienne qui vise à déconstruire les mythes de l'état de droit, les mythes de la séparation des pouvoirs, le mythe des droits humains, des droits subjectifs. Mais dans la mesure où ces droits-là restent des petits garde-fous contre les attaques de la droite, de l'extrême droite et aujourd'hui du libertarianisme qui vise même à détruire l'État complètement, est-ce qu'il faut garder cette critique de l'État de droit, de l'État, de la démocratie libérale, de la Constitution, alors que si on continue cette critique, elle peut faire le jeu des autoritarismes prêts à s'en saisir comme je l'écris dans le livre. C'est-à-dire, est-ce que la critique émancipatrice fait le jeu de la destruction fasciste? C'est une question aussi vieille que la question révolutionnaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas être réformiste pour ne pas créer les conditions d'une révolution qui serait la révolution fasciste? Très très ancienne question. La réponse qu'on peut faire, donc là on sort peut-être dans une certaine mesure de l'objectif de ce livre, mais la réponse qu'on pourrait faire est une réponse, je crois, réaliste, c'est-à-dire que courir toujours, défendre quelque chose de profondément imparfait et qui est la cause de la montée en puissance du fascisme ne peut pas être une stratégie payante. La stratégie payante serait de proposer une alternative et d'en faire une alternative aussi désirable que les utopies / dystopies libertariennes. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, à la fin de l'ouvrage, j'appelle à imaginer ensemble des alternatives. Alors certes, il y a une question de temps. Par exemple, quand il y a une personne qui se fait expulser et que nous avons un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui interdit son expulsion et que Bruno Retailleau ou Darmanin à l'époque dit « Eh bien non, nous allons l'expulser quand même, j'assume tout », que faut-il faire? Donc la réponse de la théorie critique du droit est la suivante. Il faut utiliser le droit imparfait pour la vie quotidienne des uns et des autres, c'est-à-dire dans des batailles quotidiennes pour des droits et libertés concrets des personnes, mais sans abandonner la lutte de fond beaucoup plus politique qui vise à repolitiser le droit pour permettre de penser, d'imaginer des alternatives que l'on pourra opposer aux autoritaires, pour le faire assez simplement. Donc, est-ce que cette fiction... C'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Par exemple, sur le Conseil constitutionnel, la critique des juges. Est-ce qu'il faut critiquer les juges lorsque l'on est dans une critique émancipatrice et qu'on considère que les juges font partie de l'imposition d'un ordre fondamentalement inégalitaire au profit des classes dominantes et des classes bourgeoises? Parce que sinon, on fait le jeu de l'extrême droite. Eh bien, la réponse, je crois qu'il ne faut surtout pas abandonner la critique, parce que c'est à partir du moment où on abandonne la critique qu'on laisse toute la critique à l'extrême droite. Et ça ne peut que servir l'extrême droite sur le long terme. Donc sur le Conseil constitutionnel, si ça me permet de faire la transition, il ne faut pas abandonner la critique émancipatrice du Conseil constitutionnel.
Alors, quel est l'objectif du Conseil constitutionnel, mais même du Conseil d'État depuis sa création? C'est le droit de propriété. Donc ça, c'est vraiment ce que nous montre la jurisprudence du Conseil d'État depuis sa création, la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis sa création. Et vous prenez les États-Unis, vous avez Le gouvernement des juges, ce livre qui a été écrit par Édouard Lambert en 1921, qui vise à dénoncer justement le pouvoir des juges. Quel était le contexte à l'époque? Le contexte était celui de l'adoption de législation sociale à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Par exemple, interdiction de travailler plus de 60 heures dans les boulangeries new-yorkaises. Que dit la Cour suprême états-unienne? C'est un chapitre que j'ai enlevé du livre, malheureusement. Que dit la Cour suprême? Parce qu'il n'y avait plus de mots autorisés. La Cour suprême américaine dit, eh bien, c'est violation de la liberté contractuelle. Donc, non, vous ne pouvez pas mettre d'horaire maximum. Pareil pour le salaire minimum, pas de salaire minimum, c'est la violation de la liberté contractuelle, sachant que la liberté contractuelle n'existe pas dans la Constitution des États-Unis de 1787. Vous avez juste le 14e amendement sur Due Process Clause. Donc là, on tire très, 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 très loin le 14e amendement pour donner gain de cause aux grands industriels. Et ça, nous sommes à la fin du 19e siècle. Pareil pendant le New Deal. Le New Deal a été impossible quasiment à mettre en place avec la Cour suprême. Il a fallu remplacer les juges de la Cour suprême. Et puis aujourd'hui, aux États-Unis, si vous avez Donald Trump au pouvoir, on peut dire que dans une certaine mesure, c'est en lien avec la décision de la Cour suprême des États-Unis, Citizen United, qui interdit le plafond de donation des entreprises privées dans les campagnes électorales, au nom de la liberté d'expression des entreprises, très important. Donc nous avons, encore une fois, c'est pareil, on est sur le 14e amendement, donc on tire cette interprétation pour consacrer des droits de propriété qui nous donnent des campagnes politiques aux États-Unis gagnées par Facebook, Tesla et Amazon. Donc il ne faut jamais oublier ça lorsque l'on parle du Conseil constitutionnel. Dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est la même chose. Alors, le droit de propriété, code civil, est le droit le plus absolu. Le droit de propriété, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Révolution française, inviolable, le plus sacré. Et donc, le Conseil d'État n'a eu de cesse de protéger l'entreprise privée des incursions du service public. C'est toute la jurisprudence du Conseil d'État. Non, pour le Conseil constitutionnel. Vous vous souvenez peut-être, de l'invalidation de la taxe Hollande sur les plus hauts revenus. Voilà, mais vous avez aussi toute la liberté d'entreprendre qui a été consacrée par le Conseil constitutionnel et qui a été opposée à un ensemble d'avancées sociales. Si on s'aperçoit effectivement, derrière Trump, par exemple, tu disais, on a les ultra-riches, enfin, les figures connues du moment, là, parmi les capitalistes américains. Derrière Poutine, on sait aussi qu'on a une oligarchie très riche. Derrière Macron, on sait aussi qu'on a les ultra-riches. Donc ça fait quand même vite le lien entre pouvoir institutionnel ou pouvoir politique et pouvoir de classe, enfin d'une classe qui a des intérêts très particuliers. Donc c'est pour ça que la critique d'un fonctionnement démocratique ou antidémocratique d'une société, on peut quand même facilement faire le lien avec la structuration de la société en rapport de domination de classe. Les dominants, les dominés. Et donc, du coup, ça devient encore plus compliqué, en fait, parce qu'au départ, on pourrait penser qu'il y a quelque chose de très technique, et puis en se disant, ben voilà, la démocratie, c'est juste une histoire d'organisation du pouvoir la plus rationnelle possible ou la plus transparente possible. Mais on voit rapidement qu'en fait, il y a plein de choses qui vont parasiter ça. Et c'est pour ça que les solutions techniques, comme le tirage au sort, fait que ça devient encore plus compliqué, puisque derrière, il y a en fait d'autres intérêts. Donc comment on mêle cette critique de la société divisée en classes sociales, en rapport de domination, avec justement une structuration institutionnelle, enfin je sais pas comment dire, et d'arriver à faire cette double critique et peut-être de voir mieux les perspectives derrière. Alors pour revenir, donc la démocratie libérale, c'est la démocratie bourgeoise. C'est le mot de démocratie désignait au départ la démocratie directe, et puis à partir de la Révolution française, il a commencé à changer de sens et démocratie est devenue synonyme de démocratie représentative, c'est-à-dire une forme d'oligarchie, puisque les représentants sont des élites qui représentent certains intérêts, les intérêts de la classe bourgeoise. Sieyès disait en 1789
et je parle beaucoup de Sieyès dans le livre parce qu'il est extrêmement ambivalent. Il a voté la mort du roi, mais ensuite il était thermidorien. C'est la position de l'extrême centre du en même temps du libéralisme. Il a prononcé cette phrase disant la France ne saurait être une démocratie. Le peuple ne doit pas pouvoir gouverner directement. Il faut la démocratie représentative. Donc à l'époque, on dit le gouvernement représentatif parce que démocratie, ça veut dire démocratie directe. Donc la démocratie libérale, c'est la démocratie bourgeoise. Et ce qui est intéressant, si on revient à la question des juges, c'est que évidemment, les juges représentent aussi les intérêts de la classe bourgeoise. Et ça se voit très très bien si vous allez dans des audiences de comparution immédiate, extrêmement violentes. La justice de classe, elle existe. Au Parlement, vous avez aussi, malgré quelques exceptions, une représentation de classe très très nette. Les juges, Édouard Lambert le disait dès 1921, il disait « Même si nous les élisons, les juges seront toujours au service de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété. » Ce n'est pas une question de mode de recrutement, c'est une question de corporation à laquelle ils appartiennent et de classe sociale à laquelle ils appartiennent. Donc, à partir du moment où nous avons... Et surtout, ce qu'il disait, c'est que même si nous les élisons et que nous les élisons dans les classes populaires, au bout de quelques mois, quelques années, c'en sera fini. Donc, il y a une forme de... Le système produit des acteurs politiques qui seront les représentants de la classe bourgeoise. Et c'est un petit peu la même chose, on peut faire l'analogie avec la Ve République. Pourquoi est-ce que nous avons les présidents que nous avons, alors que nous les élisons? C'est aussi parce que le système de la Ve République, mais même le système de la démocratie libérale dans son ensemble, invite à être extrêmement pervers narcissique, extrêmement imbu de sa personne, extrêmement arrogant, extrêmement ignorant, extrêmement violent, extrêmement brutal. Et c'est uniquement de cette manière-là, autoritaire, qu'on peut rêver de devenir président de la République. Finalement, c'est comme... Oui. J'en ai rêvé, mais moi j'ai raté. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a des effets de structure produisent les dysfonctionnements qu'ils sont censés corriger. C'est dans cette mesure-là qu'il faut remettre vraiment tout à plat et partir de cette fameuse fiction du contrat social qui est un contrat social de domination, de classe. Et sa genèse historique le montre très bien, donc c'était l'objet de mon dernier livre. Pour sortir de ces institutions politiques bourgeoises, donc là, il faut relire... Je ne vais pas faire l'affront de dire qu'il faut relire Marx, Lénine et Gramsci et jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà. Voilà, donc à un moment, on a abandonné une forme de... Voilà, à partir du moment où on a décrété la fin de l'histoire, on a abandonné tout un imaginaire, toute une imagination, toute une réflexion sur d'autres formes de contrat social qui serait temps de rouvrir aujourd'hui. Et je pense que la période est extrêmement propice à cela. Moi, je vais terminer par une anecdote peut-être. J'enseigne un cours de théorie de l'État depuis 4 ans à la Sorbonne. Et c'est un cours qui commence avec « Pourquoi l'État ?» et qui se termine avec « Abolir l'État ». Et il y a 4 ans, c'était très abstrait pour les étudiants. Et maintenant, mon cours « Abolir l'État », je n'ai pas assez de mes 3 heures pour ne serait-ce que couvrir l'actualité de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on est passé très très vite, on est face à un basculement très très rapide où tout est remis à plat. Et donc là, il y a une brèche formidable pour réfléchir à d'autres futurs, d'autres possibles, d'autres horizons qui justement permettraient peut-être de s'émanciper de la domination de la bourgeoisie et de ses intérêts de classe. Oui, donc en fait, depuis ces derniers temps, il y a tellement de choses qui se passent que ça fait peut-être tomber des illusions sur cette idée qu'effectivement, en fait, plus jamais ça, plus jamais le nazisme, plus jamais ces coups d'État ultra-violents. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui
que le coup d'État il est presque permanent, puisque même la guerre en Ukraine, comment un pouvoir peut imposer une guerre et une souffrance, mais pas qu'au peuple ukrainien en fait, parce que le peuple russe lui-même est victime de cette logique guerrière. Ce qui se passe évidemment entre le régime fasciste israélien et puis le peuple palestinien. Enfin, on voit que le monde partout, et ce sont des soi-disant démocraties qui imposent ça. Donc on voit bien quelque chose qui est terrible, qui est ultra violent et qui peut faire tomber des illusions. Mais bon, après, c'est dans un contexte de domination des idées réactionnaires qui fait que les choses sont finalement pas si simples. Mais juste, moi, je voulais dire, par rapport à effectivement la critique de Macron ou de ce qui est antidémocratique dans la Constitution. En fait, il y a Macron, ça c'est sûr qu'il joue un rôle, et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on choisit un président, on n'a pas forcément le président qu'on a choisi, hein, mais on a de pire en pire en fait. Hein, on a eu Chirac, Sarkozy, Hollande, maintenant c'est Macron, et donc il y a un côté un peu dingue aussi, hein, de quelque chose qui semble partir à la dérive. Mais là, on parle beaucoup de Macron, du pouvoir gouvernemental avec des Retailleau, avec des Darmanin, enfin des gens qui ont l'air complètement pas tarés parce que ça veut rien dire, mais qui sont d'un mépris, d'une arrogance et puis d'une brutalité extrême, notamment par rapport aux réfugiés. Mais on pourrait aussi discuter de l'état politique ou démocratique dans les collectivités territoriales où on voit une forme de violence aussi, parce que là, si on parle de la lutte de la A69 par exemple en Occitanie, comment, et là c'est pas juste Macron, c'est pas juste Darmanin, c'est aussi des conseils régionaux, des conseils départementaux, c'est aussi derrière une justice de toute façon qui est toujours là, plus ou moins là, pour valider ces choix politiques. On a vu avec la lutte contre les méga-bassines, il y a une violence qui est permanente à tous les échelons de la société, et ça ça montre aussi là où on en est, quoi. Et quelque part, donc, on bascule toujours entre résignation et fatalisme, et puis quelque part une prise de conscience aussi de la violence de l'État tel qu'il est organisé aujourd'hui. Donc ça, à la fois, ça peut simplifier les choses, mais en même temps, ça les complique parce que comment on s'en sort dès qu'on veut faire quelque chose aujourd'hui, on se sent un peu désarmé quand même. Et c'est un militant qui dit ça, quoi. C'est la difficulté d'avoir une perspective. Enfin, je pose ça comme ça, hein, mais c'est lié forcément à la Constitution, parce que en fait, dans ce qu'on appelle la démocratie locale, en fait, ça se voit pas. Il y a pas beaucoup d'éléments démocratiques en réalité. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour la population de décider de son propre sort, de pouvoir dire, ben non, ici il n'y aura pas de méga-bassines, ici il n'y aura pas d'autoroute. Enfin, on s'aperçoit qu'en fait le pouvoir il est ultra limité et que dès qu'on en vient à contester, on est traité d'éco-terroriste. Ouais, bon, voilà, c'était juste. Tu peux, si tu veux répondre, et puis après. En fait, juste pour le maintien de l'ordre, de toute façon, donc les maires et les élus, le maire, il a des pouvoirs de police administrative, mais de toute façon, le préfet, s'il n'est pas satisfait de ce que fait le maire, il peut imposer ses mesures. Et le préfet, c'est l'État. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, la police administrative extrêmement violente de maintien de l'ordre que nous avons en France, elle vient directement des plus hauts sommets de l'État. Et si au niveau local, il y a des velléités d'être plus laxiste, entre guillemets, ou en tout cas de davantage autoriser des expressions populaires, eh bien, de toute façon, le préfet est là pour s'assurer que ce n'est pas le cas. Et vous avez des circulaires, d'ailleurs, sur les manifestations pro-palestiniennes ou sur les casserolades, on a bien vu les pouvoirs des préfets extrêmement répressifs. Et d'ailleurs, c'est aussi lié à l'état d'urgence. Malheureusement, on voit trop peu de collectivités territoriales de gauche ou de grandes villes qui pourraient s'opposer clairement à des choix politiques venant d'en haut. Enfin, c'est quand même rare, quoi. Hein. Donc c'est vrai qu'on sait que le préfet peut contrecarrer, Après, le truc qu'on voit, en fait, c'est un peu aux États-Unis là en ce moment. Où je crois que c'est le pouvoir politique à Los Angeles. Je ne sais pas si c'est juste la ville, la mairie, ou si c'est un pouvoir aussi d'État, mais qui se confronte quand même à Trump, puisque Trump n'est pas content du laxisme justement des démocrates à Los Angeles. Là, on voit peut-être effectivement une sorte de rivalité politique entre mais bon, c'est pas fichu comme ici non plus, quoi. Justement, ça prouve bien que le fait d'avoir davantage de constitutions, donc à Los Angeles, en Californie, ils ont leur constitution. Et ils ont leur gouvernement, ils ont leurs juges, et donc ils font des référendums locaux. Donc ça permet d'avoir une décision politique moins centralisée et de s'opposer
aux décisions qui sont prises par Trump. Donc ça prouve, le cas états-unien prouve que plus on a des échelons locaux avec des constitutions locales, avec une vraie autonomie, ce qui n'est pas du tout le cas en France, où on a un pouvoir décentralisé qui en fait est extrêmement centralisé. Donc ça permet en tout cas d'avoir davantage de marge de manœuvre dès lors qu'on a en effet des constitutions locales avec des pouvoirs qui sont bien répartis. Je voulais juste peut-être revenir aussi sur le colonialisme, donc cette question de la Palestine. Est-ce que ce qui se passe est lié au fait que nous sommes dans cette vague de réaction mondiale ? Non, parce que l'histoire de la Palestine, elle est beaucoup plus ancienne et l'histoire du colonialisme est beaucoup plus ancien. Et les grandes vagues de colonialisme, ce sont toujours les démocraties libérales qui les ont, déjà qui en ont été les acteurs, qui les ont promues. Et souvent, d'ailleurs, dans les moments de grand parlementarisme et de grande démocratisation, beaucoup, peut-être encore un peu plus que dans les périodes de fascisation. Donc il y a un continuum extrêmement, extrêmement long, et avec l'exemple de la Palestine, on peut le faire. Si on prend ne serait-ce que 48, voilà. Donc on est à un moment justement où, soi-disant, on a appris de nos erreurs et où le monde occidental se réveille d'Auschwitz en étant extrêmement civilisé. Bon, eh bien évidemment, pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe dans le monde colonisé. Au contraire, ce sont les écrasements, les états d'urgence qui sont mis en place et donc il n'y a pas du tout de prise de conscience de la part des démocraties libérales et pas du tout d'abandon du colonialisme. Mais en fait, ce qui se passe actuellement, le soutien des démocraties libérales à Israël est extrêmement représentatif de cette permanence du colonialisme au cœur de nos États. Non, là, les échanges, ça m'a fait penser que, en fait, au-delà, ça va au-delà. C'est bien pour ça que c'est très compliqué, très épuisant. Ça va au-delà du juridique et du politique. C'est anthropologique, en fait. C'est même aujourd'hui un peu psychiatrique là qu'on voit les hommes blancs au pouvoir, dans le sens où c'est dans nos cerveaux reptiliens. Truc de la domination, enfin c'est même au-delà, je veux dire, de la lutte des classes, quoi. C'est vraiment changer complètement. Il y a un truc à changer qui va au-delà même de la réflexion que juridique et politique. Elle doit être aussi anthropologique, limite psychologique, etc. Quand vous parlez des juges, bah moi, la présence des juges, alors je pense qu'on parle pas des mêmes, peut-être sans doute vous parliez que des juges du Conseil. Enfin voilà, peut-être on parle pas des mêmes juges. Moi, il me rassure énormément les juges. Sur la question écologique au niveau mondial, merci les juges, hein, parce qu'ils sont quand même les seuls garde-fous, beaucoup quoi. Il y a eu pas mal de décisions au niveau écologique où les juges ont vraiment protégé. Bon, voilà quoi. Bah, la 69, c'est pas les juges qui ont, au contraire quoi. Et la troisième chose, ouais, non. Alors la vraie question, c'était, j'avais envie d'évoquer ce que je viens de dire là, mais les conventions citoyennes. Est-ce que ça la convention citoyenne, la écologique, elle n'a pas été respectée, mais elle était géniale en fait, quoi. Sur les résultats qui ont été donnés, c'était un fonctionnement qui a montré que ça marchait très bien. La convention citoyenne sur la fin de vie, apparemment, moi je ne connais que dalle parce que je n'ai pas été voir dans les détails, mais apparemment ça a aussi été un résultat plus qu'à la hauteur de la part des experts. Donc est-ce que ça pourrait pas être je sais pas, un mode de fonctionnement qui s'installe dans une société idéale, quoi. Est-ce que ça pourrait pas être une piste? Je vais refaire exactement la même réponse que tout à l'heure. Les conventions citoyennes, comme le tirage au sort, tout dépend de la manière dont elles sont utilisées. On a bien vu qu'avec Emmanuel Macron et sous la Ve République, elles n'ont comme effet que de faire mousser le président de la République et qu'elles n'ont eu aucun effet concret. Elles n'ont pas été reprises dans la loi climat et résilience. Et donc ces conventions citoyennes, elles sont encore une fois une forme de théâtre, une forme de diversion. Et on peut faire la même chose, on peut dire la même chose des décisions de justice en faveur de l'environnement, qui souvent sont très symboliques, et c'est leur rôle d'ailleurs, mais qui n'ont pas d'effet concret, puisque ensuite le gouvernement ne les applique pas.
J'avais une question par rapport à la Constitution comme lieu de la lutte politique ou du rapport de force. Je pensais notamment à ce qui s'est passé au Chili il y a quelques années, en 2019. Il y a une grande révolte qui a embrasé le pays. On avait l'impression d'assister à une révolution, en fait, dans un pays qui nous ressemble pas mal. Et qui a eu pour objet assez rapidement de mettre à bas la Constitution qui datait de Pinochet. Et il y a une assemblée constituante qui a été mise en place, qui a duré plusieurs années. Et en fait, on a l'impression que... qui n'a pas abouti, en fait, parce que le texte qui a été proposé a été refusé sur référendum derrière. Et du coup, l'impression que ça donne a posteriori, c'était assez déprimant, c'est qu'en fait, tout ce qui s'est passé a été un petit peu neutralisé par l'effort qui a été fourni pour faire une nouvelle constitution progressiste, qui a été finalement refusée par la population. Et du coup, de se dire que finalement, la constitution n'est pas le lieu de la lutte politique, en fait. Ça viendrait peut-être ultérieurement, mais en tout cas, c'est pas la chose par laquelle il faut commencer. Enfin, c'est l'impression, moi, que ça m'a donné, qui était finalement assez déprimante, parce qu'on parle beaucoup de 6ème République et que c'est assez enthousiasmant. Parce qu'on se dit, on va pouvoir mettre plein de choses intéressantes, mais au final, est-ce qu'on ne se trompe pas de voie en voyant l'exemple chilien qui pourrait ressembler beaucoup au nôtre, quoi. C'est aussi un chapitre du livre que j'ai dû supprimer. C'était une conférence justement au Chili en 2019, où c'était évidemment le sujet. L'exemple chilien montre en effet que le processus constituant peut aussi faire diversion. C'est-à-dire que vous avez un incroyable mouvement révolutionnaire qui va se canaliser dans la rédaction d'une constitution, y passer 2 ans et n'aboutir à rien. Et c'est la question des énergies, c'est-à-dire au service de quoi mettons son énergie? Est-ce que cette énergie-là, qui a été dépensée, qui a créé des choses très belles, des synergies très belles, mais est-ce que cette énergie, elle aurait été mieux dépensée autrement? C'est aussi la question du rapport entre action directe et lutte via le droit. Est-ce que le droit est le champ de lutte le plus efficace à investir? C'est une question de la même manière que se posent il y a toute une école de pensée, toute une tradition de pensée qui se pose cette question-là. Et en ce qui concerne le droit constitutionnel, j'aurais tendance à dire plutôt qu'il y a vraiment un vecteur d'émancipation dans la notion de pouvoir constituant, dans la notion de... Peut-être même plus d'ailleurs dans la notion de destitution. C'est-à-dire on va mettre fin à l'élection du président au suffrage universel direct. On va mettre fin à la Ve République. Donc on va destituer l'ensemble de ces institutions et ensuite on va essayer d'imaginer quelque chose de nouveau. Mais peut-être que c'est la phase destitutive qui finalement est la plus efficace, parce qu'ensuite, justement, quand on rentre dans la rédaction de constitution, eh bien là, on se retrouve avec tous les problèmes qui sont ceux de la rédaction de constitution, c'est-à-dire que vous allez avoir des dominants, des dominés, on va se retrouver dans un contrat social qui pourra être fondamentalement inégalitaire, surtout quand vous essayez de tout mettre dans une constitution. Et en fait, le problème de la constitutionnalisation, c'est dès lors que vous constitutionnalisez, vous dépossédez le peuple, parce que vous verrouillez tout un ensemble de politiques, tout un ensemble de droits, un langage, une manière de penser, une manière de fonctionner, une organisation politique, vous la verrouillez pour un temps très long, avec le principe même de la Constitution, c'est que c'est rigide, c'est-à-dire que c'est difficile à réviser. Donc ça a vocation à durer un temps. Alors Sieyès disait juste une génération. Peut-être que c'est une manière nouvelle, ne serait-ce qu'une manière nouvelle de penser la Constitution, c'est de penser la Constitution ne devrait durer que une génération. Mais ce n'est pas notre définition de la Constitution. Aujourd'hui, notre Constitution, elle est censée durer le plus longtemps possible. Et donc, dès lors qu'on constitutionnalise, on retire du champ de la délibération politique tout un ensemble de politiques publiques, par exemple économiques, souvent. D'ailleurs, c'est le cas de la Constitution du Chili de Pinochet. Vous avez toutes les politiques économiques néolibérales qui sont dedans. Vous avez l'importance des investissements étrangers qui doivent être respectés. Vous avez le droit de propriété, évidemment. Vous avez l'indépendance de la Banque centrale, etc. Donc les politiques économiques, elles sont sanctuarisées, comme dans le traité constitutionnel européen. Donc vous ne pouvez pas y toucher et le peuple ne pourra jamais y toucher. Donc non seulement vous enlevez du champ de la délibération politique, mais en plus, que faites-vous? Vous confiez le pouvoir du dernier mot au juge constitutionnel, dont on a vu précédemment qu'il avait une tendance,
comme toute élite politique, à représenter les intérêts de la classe dominante. Donc quand on constitutionnalise tout, on fait essentiellement ces deux choses-là, sous couvert d'une politique progressiste, émancipatrice. Et c'est en cela que c'est très... Le droit, on peut dire le droit, c'est la sortie de la politique et c'est la neutralisation de la politique. Donc si on considère que la politique, c'est du conflit et que c'est nécessaire de passer par la conflictualité, le rapport de force, la lutte des classes pour faire de la politique. Le droit, justement, il vise à sortir de ça. Et bon, voilà, après, on retombe sur la critique marxiste du droit, mais le droit permet de légitimer donc, les intérêts des dominants en les masquant, en les légitimant sous le fétiche du droit qui, dès lors, acquiert cette forme de transcendance et n'est plus sujet à critique et s'émancipe de ses conditions sociales de naissance. Donc pour répondre à la question du Chili, c'est exactement ça qui s'est passé. Vous avez donc un processus qui a échoué, mais s'il avait réussi, vous auriez eu énormément de politiques publiques qui auraient été dans ce texte constitutionnel et qui déplaisaient à toute une partie du peuple. Et donc vous aviez une forme très très forte de dépossession parce que cette constitution était extrêmement longue, elle couvrait tous les aspects possibles et inimaginables. Vous aviez des droits sociaux, vous avez les droits LGBT, vous avez toute une série de politiques environnementales, de politiques économiques, etc. Et donc tout ça c'était enlevé du champ de la politique et confié aux juges. Donc est-ce que c'est véritablement par là que passe la lutte pour l'émancipation ? Un autre exemple qu'on mobilise souvent dans la théorie critique du droit, c'est le droit au logement. Est-ce que la reconnaissance, la lutte pour le droit au logement ne neutralise pas la lutte pour les logements ? Voilà, donc encore ce rapport entre action directe, entre politique et entre vocabulaire du droit. Dans la théorie critique du droit, il y a donc toute une école à Harvard dont je fais partie et au sein de laquelle j'ai pas mal travaillé. Donc l'un des architectes l'un des professeurs collègues de cette école a écrit un texte qui s'appelle Les droits de l'homme, le problème plutôt que la solution. Pourquoi ? Parce que on va gagner sans cesse de nouveaux droits qui seront des proclamations. Mais les droits concrets, nous ne les aurons pas. Et en fait, ces énergies que l'on passe à lutter pour nos droits, on ne les passe pas à lutter pour la réalité effective de nos droits. Alors, souvent on me pose la question, mais si on ne lutte pas pour des droits, on lutte pour quoi ? Alors je vais vous opposer des exemples qui viennent de pays asiatiques qui refusent dans une certaine mesure les discours des droits de l'homme et qui sont des régimes autoritaires. Donc à prendre évidemment avec des pincettes, mais si vous prenez Singapour, vous avez l'avortement qui est légalisé à Singapour avant la France, pas parce que c'est le droit de la femme à disposer de son corps, mais parce que pour le développement socio-économique, il vaut mieux des enfants désirés, des enfants qui naissent dans des bonnes conditions sociales, donc il faut pouvoir avorter les enfants. Donc c'est tout le planning familial chinois aussi, qui est pro-avortement, très très pro-avortement. Vous avez de la même manière le logement. 90% des personnes à Singapour, alors je n'ai pas les chiffres en Chine, mais en tout cas ces personnes-là sont propriétaires des logements qui leur sont prêtés par l'État, voilà, avec une forme de bail. À Singapour, ils n'ont pas raisonné en se disant chacun a droit au logement, c'est la dignité humaine. Non, ils se sont dit s'ils sont propriétaires, ils ne vont pas renverser le gouvernement. C'est mieux, c'est pour la stabilité, c'est pour l'ordre socio-économique. Donc vous avez d'autres manières de penser des politiques publiques qui finalement sont plus efficaces, mais qui sont moins hypocrites dans une certaine mesure que celles des droits humains. Mais, pour répondre encore à la question, est-ce qu'il faut s'accrocher aux droits humains quand ils sont attaqués de toutes parts ? Eh bien, il faut faire la part des choses et s'y accrocher et dans un deuxième temps, les critiquer. Et faire les deux en même temps. C'est-à-dire s'accrocher aux droits, mais sans naïveté. Et en pensant toujours à l'après-droit. J'ai des questions du studio à Paris. Mais avant, là, j'ai juste une petite remarque sur le Chili. Parce que c'est vrai que... je ne sais pas si vous avez vu le film de Patricio Guzman qui s'appelle Mon pays imaginaire. Il date de 2020, juste après la mobilisation de 2019. Bon, il y a des images, pas que de lui, parce qu'il a récupéré les images de la mobilisation, parce qu'il n'était pas au Chili au moment de la mobilisation.
Mais en tout cas, ça montre tout l'espoir qu'il y avait à l'issue de cette révolte populaire. On voit des images même de terribles images. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film. Je crois que je l'ai vu. Et c'est vachement d'images documentées donc des manifs, de la mobilisation de l'époque, et en même temps c'est des interviews que de femmes, je crois, qui sont actrices de la mobilisation, soit du milieu écrivain, intellectuel, ou des milieux, des métiers un peu plus ouvriers ou prolos. Et c'est vraiment chouette. Et donc Guzman, à ce moment-là, il est plein d'espoir. Pour lui, on arrive enfin à la remise en cause de la constitution ultralibérale de Pinochet. Donc voilà. Et ça se finit comme ça, avec la victoire de Boric, du président de gauche au Chili. Le film se finit là-dessus. Et c'est vrai qu'après, nous, on connaît la suite de l'histoire, avec beaucoup de désillusions, et notamment cette histoire de constitution qui va finir par être rejetée. Et alors pourquoi? Et on pourrait quand même faire le lien aussi avec ce qu'on connaît, nous, quand il y a la mobilisation, par exemple, contre la réforme des retraites de Macron, la dernière, de 2023. On s'aperçoit quand même que dès qu'il y a des luttes sociales, dès qu'il y a intervention politique, peut-être pas de toute la population, mais d'une partie de la population, mais même d'une minorité de la population, à partir du moment où elle est actrice, ça change la donne dans la société. C'est d'autres idées qui arrivent. À chaque fois, d'ailleurs, en France, on le voit, dès qu'on est mobilisé, dès qu'on se bat, on n'entend plus trop parler du RN. C'est plus eux qui ont la parole dans les médias. Il y a quelque chose qui se passe. Alors malheureusement, c'est très court. C'est juste le temps de la lutte, le temps de la mobilisation. Et au Chili, c'est ce qui a dû se passer. Et dès que ça s'arrête, c'est les forces réac qui reprennent le dessus. Et nous, on a un copain qui s'appelle Franck Godichaud, qui est spécialiste, je ne sais pas si tu le connais, qui est un universitaire qui travaille à Toulouse et qui est spécialiste du Chili. Et il racontait la force et l'énergie et les moyens qui avaient été mis de la part de tous les courants de droite et de droite dure au Chili pendant des mois et des mois pour batailler contre la Constitution, pour lui enlever tout le côté progressiste et révolutionnaire. Et la population, elle s'est retrouvée dans une propagande énorme. Et comme la mobilisation était finie, il n'y avait plus cet élan ou cette dynamique qui permettait de contrecarrer la propagande du pouvoir et la propagande de la bourgeoisie, pas que chilienne d'ailleurs. C'est l'histoire du Chili, c'est quand même aussi une histoire de domination américaine derrière. Et donc voilà, c'est une histoire de rapport de force et on peut mieux comprendre les événements. Voilà, dès qu'on ne bouge plus, on se fait bouffer en fait, ou on se fait envahir idéologiquement, et on le voit aujourd'hui. C'est le climat de résignation, le climat, enfin tout ce qui est fatalisme. Donc on peut faire ce lien-là, quoi. Et en fait, notre seule force, c'est quand on bouge, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est pas simple parce qu'on bouge pas très souvent parce que c'est pas simple en fait. On aurait envie, puis on n'y arrive pas. Voilà. Donc maintenant, je pose les deux questions de Cognac G, de Paris. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal? C'est pas mal. 130, voilà. Et donc, il y en a une, c'est pourquoi Macron ne dissout pas aujourd'hui, alors qu'il en a le droit, un an après? Qu'est-ce qui fait qu'il ne le fait pas? Bon, on peut imaginer qu'il n'a pas intérêt, que ça ne se passe pas si mal que ça pour lui. Mais enfin bon, en tout cas, peut-être que tu as une réponse là-dessus. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il peut dissoudre et que ce serait bien qu'on lui dise qu'il peut le faire. Hein, sauf que je ne sais pas si vous avez vu, s'il le fait, et puis, bon, les médias, ils nous le disent déjà, si jamais il y avait une élection aujourd'hui, l'extrême droite l'emporterait très facilement. Ça, c'est ce que disent les médias, mais il nous l'avait dit il y a un an. Hein, je ne sais pas si vous en rappelez. Et l'autre question, c'est... Merde, j'ai besoin quand même de mes lunettes. Oui, dans le monde... est-ce qu'il y a une constitution aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une institution ou un fonctionnement démocratique qui se rapproche, ou laquelle se rapprocherait le plus possible d'un fonctionnement démocratique, d'un respect des peuples? Voilà. Est-ce que ça existe ou est-ce que la meilleure, c'est la nôtre? Spoiler, non. Pourquoi Emmanuel Macron ne dissout pas? En effet, le 9 juin 2024, il a dissous. Selon la Constitution, article 12, il ne peut pas y avoir de dissolution un an après les élections. Donc, non pas un an après la dissolution. Donc, nous avons eu des élections en juillet. Donc, il pourra à nouveau redissoudre. Et cette dissolution aura probablement lieu. A priori... Mais je ne lis pas dans la tête d'Emmanuel Macron. C'est très très difficile de le faire. En tout cas, le calcul qu'il avait fait l'année dernière, c'était d'être le rempart contre l'extrême droite. Donc ça, c'est aussi un effet de système de notre constitution de la Ve République. C'est-à-dire qu'il y a pour le président de la République toujours cette possibilité d'être un roi. Et pour être un roi, il faut avoir un Premier ministre impopulaire et qui lui permettra de s'élever au-dessus de son Premier ministre impopulaire pour
pour acquérir davantage de pouvoir et centraliser davantage de pouvoir. Cette tentation, elle est au cœur de notre constitution de la Ve République et elle organise cette compétition entre Premier ministre et Président. Et comme le Président peut dissoudre sans perdre son poste, le Premier ministre est à la merci du Président, alors que ce n'est pas inscrit dans la Constitution, c'est un effet de système du système de la Ve République. Et donc, la tentation de dissoudre pour ensuite avoir un Premier ministre de type extrême droite qui lui permettra ensuite de s'ériger en rempart contre l'extrême droite et d'utiliser ses pouvoirs propres et de revenir au centre du jeu, parce que là, il est un petit peu exclu du centre du jeu, et on l'a vu lors de l'allocation des 3 heures qu'il avait faite sur TF1, je crois, où il n'arrêtait pas de dire « Mais attendez, mais le Premier ministre, certes, il peut faire un référendum, mais le référendum, c'est moi ». Et donc, il y a cette volonté de revenir au centre du jeu, donc, qui pourrait passer par une dissolution. À nouveau, le calcul qu'il a fait, mais cette fois, il espère, j'imagine, que le bloc de gauche est davantage fracturé. Les fractures sont quand même très verbalisées par l'ensemble du PS, notamment sur la question de la Palestine. Donc, le calcul qu'il a fait l'année dernière, probablement, il le refait cette année et considère que cette fois, c'est davantage favorable. En tout cas, je ne serais pas étonnée qu'il use à nouveau de son arme de la dissolution, ne serait-ce parce que cette constitution de la Ve République crée un président qui veut être au centre et qu'aujourd'hui, il n'est plus complètement au centre du jeu politique. Donc cette dissolution, je le dis maintenant, je pense, interviendra. Ensuite, deuxième question. Constitution, existe-t-il une constitution démocratique ou pas loin d'être démocratique? On peut penser très proche de nous à la Suisse, où vous avez des votations qui sont contraignantes, qui sont respectées, qui ont lieu extrêmement souvent sur tous les sujets, qui sont proposés par les citoyens. Vous avez un exécutif qui tourne, collégial. Donc c'est déjà un fonctionnement extrêmement différent du nôtre. Je pourrais faire une analogie avec Montesquieu que j'utilise souvent. Quand il écrit L'Esprit des lois, il parle du despotisme oriental de la Chine et il parle du gouvernement d'Angleterre qui est la constitution de la liberté. La France, elle, est une monarchie absolue. Et elle est très proche de l'Angleterre géographiquement et même dans l'esprit des gens à ce moment-là, mais le geste révolutionnaire que fait Montesquieu, c'est de dire la France, dans son fonctionnement, elle est plus proche de la Chine despotique que de l'Angleterre. Parce que nous avons la monarchie absolue, ils ont la monarchie absolue. Donc un seul gouverne par ses caprices, sans loi. C'est un peu la même chose avec la Suisse, c'est-à-dire que nous avons la Suisse qui est juste à côté de nous, et nous sommes beaucoup plus éloignés de la Suisse, mais que de la Russie. C'est clair et net. Mais même que du Maroc, que de l'Algérie. Le fonctionnement de la France est beaucoup plus proche dans son organisation politique, dans sa constitution, mais aussi dans sa pratique du pouvoir, beaucoup plus proche de l'Algérie, du Maroc, de l'Ukraine, de la Russie, que de la Suisse. Et même, au niveau constitutionnel, plus proche de la Russie que de l'Allemagne. Donc, il faut redessiner, il faut repenser nos comparaisons et bien voir que la démocratie représentative française est similaire à la démocratie représentative russe. C'est le même système, la même constitution, le même mode de pouvoir. En revanche, il y a d'autres modèles, donc par exemple la Suisse. Dans les expériences qui existent, on parle beaucoup du Rojava. La constitution finalement n'est pas si différente, mais elle fait davantage de part à la démocratie directe, dirons-nous. Nous avons aussi de nombreux États où il y a beaucoup plus de démocratie directe, beaucoup plus de référendums. Vous avez des exécutifs collégiaux qui tournent dans de nombreux États, notamment post-conflit. Vous avez ensuite des expériences historiques. La commune. On y revient. C'est con qu'ils n'ont pas pu faire une constitution. Ils n'ont pas eu le temps. Non. La pratique est inspirante.
Voilà, mais il y a des formes de... Il y avait quand même des règles écrites. Il y a des thèses qui ont été publiées sur ce sujet, donc on peut considérer qu'il y a une forme de constitution. Mais un autre exemple aussi, c'est celui du Royaume-Uni. Alors ça paraît très proche de nous, mais c'est aussi beaucoup plus différent de nous que la Russie, par exemple, parce qu'ils ont encore la souveraineté du Parlement. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui reste souverain, et donc qui fait et défait les lois et la Constitution. Les apatistes. Et les apatistes aussi, une autre expérience. En tout cas, il faut, pour les constitutionnalistes, être comparatistes et aller voir ce qui se passe un petit peu plus dans le monde, un petit peu plus loin dans le monde et un petit peu plus loin dans l'histoire, pour pouvoir penser, avoir davantage d'imagination. Et une réflexion historique aussi. Voilà, ça, voir comment les choses se construisent. On peut peut-être arrêter là. J'avais une question, enfin c'est pas moi qui ai une question, c'est un auditeur de Saint-Roustan qui demande, est-ce qu'on peut considérer que Sieyès, c'est l'inventeur du macronisme? Eh bien, dans le livre L'extrême centre de Pierre Cernat, il y a tout un passage sur les thermidoriens, en effet. Donc, on peut considérer, en tout cas, c'est la thèse de cet historien, que l'extrême centre puise son origine dans la réaction thermidorienne de la Révolution française. Bon, on va arrêter là. Je vais prendre juste des bouquins pour conclure. Voilà, donc il y a ce livre qu'on a en nombre suffisant pour toutes les personnes qui sont là, si vous le souhaitez. Donc c'est Constitution d'Eugénie Mérieux et Mario. Et donc chez Anna Mossa. Et donc c'est des chouettes petits livres. J'en ai plusieurs autres parce qu'en fait la collection elle est vraiment super chouette. C'est partir d'un mot et de lui donner un contenu un peu différent de ce qu'on entend, parce que c'est des contenus souvent très déformés ou déformants et puis qui permettent de pas comprendre. Et donc là, il y a une réflexion à partir de ces mots-là. Donc c'est des gens qui sont différents, des techniciens ou des techniciennes, enfin des gens spécialistes. Et voilà, donc là c'est Constitution et on peut faire le lien avec d'autres livres de cette collection-là. Il y a le mot classe. Pas classe, enfin dans le sens classe sociale, mais lui mettre un contenu de classe et un contenu positif. Il y a le décolonial, mais on peut faire le lien avec tout ça, puisque vous avez vu que la Constitution, la nôtre, elle est née d'un rapport et d'une guerre coloniale. Et ça peut finir pour peut-être la perspective, c'est émeute. Donc c'est peut-être la solution à tous nos problèmes. Voilà, mais en tout cas, il y a plusieurs. Vraiment, la collection est vraiment chouette et elle permet de se politiser, d'apprendre des choses, parce qu'il y a toujours des contenus à la fois historiques et de comparaison, effectivement, avec ce qui nous entoure. Et ça nous permet d'avoir une vision moins étroite, une vision qui est d'ailleurs largement entretenue par le monde médiatique, et donc ça permet de nous sortir de ça. Voilà, donc une chouette collection, donc ça permet de faire un petit coup de pub, je vais dire gros, c'est bon. Même s'il y a 130 personnes qui écoutent, et on est au moins 20 et quelques ici, dans la salle de la librairie, les 400 coups. Voilà, donc on remercie Eugénie. Et donc, Constitution, à prendre et pas à laisser.